Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au SITREP numéro 143. Nous sommes le 1er juin 2019. Les choses avancent, mais malheureusement le bilan humain et puis les bombardements surtout ont de nouveau sérieusement augmenté. Et ça particulièrement juste après la visite de Zelensky sur le front. Tu vas nous en parler parce que là, on ne peut pas encore conclure, mais on peut dire déjà qu'il ne faut pas s'attendre à un miracle avec Zelensky si on constate ce qu'on a à constater cette semaine. Non, ce que disait Xavier Moreau, vu qu'il dit tout et son contraire, il faut regarder ses actes. Et bon, quand je vois ses actes, je pense que c'est assez révélateur. Je vais revenir dessus après. En tout cas, du 25 au 31 mai 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 93 reprises. Donc on est à beaucoup plus que la semaine dernière, on est à presque au double, durant lesquelles elle a tiré 100 obus d'artillerie de 122 mm, 283 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là, on est à bien plus que la semaine dernière. 2 missiles anti-chars filoguidés, je vais revenir dessus. Puis si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive quand même à 1519 munitions, donc on est à plus du double de la semaine passée, on était à 600 et quelques, donc... 1500. Ouais, on est bien remonté là. Ces tirs ont touché 20 localités de la République, il faut y rajouter les 15 violations et 102 munitions, dont 21 obus de mortier tirés par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures. Ces tirs ont tué 5 soldats de la RPD, en ont blessé 1, 4 civils ont été blessés, 30 habitations endommagées cette semaine, plus une durant les dernières 24 heures. La RPD a répondu, on n'a pas fait dans la dentelle. On a fait 6 morts et 16 blessés parmi les soldats ukrainiens. Oui, fallait pas commencer, voilà, c'est tout. Malheureusement. Il semble que ça parte de son, mais bon. Et de nouveau, la zone de la station de pompage de Vassilievka et de la station d'épuration de Golmovski cette fois ont été prises pour cible. Je vais revenir dessus après. Côté OSCE, alors là, on remonte bien aussi au niveau détection de pièces d'équipement lourds qui sont absentes des zones de stockage côté ukrainien, alors qu'elles devraient s'y trouver selon les accords de Minsk, je le rappelle. Oui. Quand tu dis équipement lourd, c'est vraiment de l'équipement lourd, parce que tu m'as donné les chiffres juste avant que commence le SITREP, et c'est là, ouvrez vos oreilles parce que si ça se met en route, ça va faire un carnage sur le front, c'est clair, net et précis. Ouais, parce que là, sont absents des zones de stockage 18 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm. On a 40 obusiers tractés D20 de 152 mm aussi, 37 canons tractés Jetsin B de 152 mm, 4 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 20 canons anti-chars Rapira de 100 mm et 12 canons anti-chars D48 de 85 mm. Des obus, c'est tout ça, c'est des calibres de 152 mm quasiment, en grand nombre, ce qui est énorme. C'est énorme, dévastateur. L'armée ukrainienne, bien sûr, continue de perturber les signaux radio des drones de l'OSCE pour les empêcher de voir tous ces petits joujoux présents près de la ligne de front, bien entendu. Et les soldats ukrainiens les empêchent aussi régulièrement d'aller sur les zones où ils pourraient voir les armes de leurs propres yeux. Forcément. On continue, c'est magnifique. J'entends ni la France ni l'Allemagne sur ces violations, que ce soit les bombardements, les victimes civiles. Là, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. C'est le silence complet. On ne peut pas avoir une meilleure définition de la complicité passive. C'est plus que de la complicité passive. Pour moi, c'est de la complicité tout court. Et surtout, c'est du poids de mesure manifeste. Je veux dire, quand vous en êtes à hurler que c'est une violation des accords de Minsk quand la Russie donne des passeports... Oui, alors là c'est quand même des et qu'on obus, vous entend pas quand l'armée ukrainienne, comme je vais y revenir... tire sur des civils à coups de missiles anti-chars filoguidés. Ouais. C'est quand même sans commune mesure. C'est un peu le plus grave. Mais là-dessus, par contre, là, c'est silence. C'est quand même magistral. Donc, comme tu le disais en introduction, la situation s'est surtout dégradée après la visite de Zelensky dans le Donbass, puisque à peine 48 heures après sa visite, on avait quand même une civile blessée, 2 civils blessés et 24 habitations endommagées par les tirs, ou les largages de grenades par des drones.
Ouais, on recommence les méthodes terroristes. Et c'est justement le 29 mai que la station d'épuration de Golmovski a été touchée par des tirs. Alors déjà, la visite en elle-même, je pense que ça aura très clairement montré, s'il y en avait besoin, que rien ne semble prêt de changer dans la façon que Kiev a de traiter le Donbass. Oui, oui. Parce que cette visite qui a eu lieu le 27 mai, comment dire, Zelensky s'est pointé en gilet pare-balles et casque, voir les conditions de vie des soldats ukrainiens, qu'il a trouvé déplorables. Bon, jusqu'ici, vous allez me dire, c'est assez normal, hein, il est quand même le nouveau commandant en chef de l'armée. Le petit problème, c'est qu'il s'est limité à ça. Allez voir les soldats ukrainiens. Quand on dit vouloir rétablir la paix dans le Donbass, c'est quand même assez marquant que le mec se focalise que sur ceux qui font la guerre. Et qui s'est abstenu d'aller voir ceux qui la subissent et qui rêvent plus que tout de voir la paix revenir, à savoir les civils. Oui, oui. Okay. Je pense que c'est quand même assez révélateur quand même. Bon, je rappelle qu'après avoir ordonné la dissolution de la Rada, Zelensky va avoir besoin de mobiliser au maximum l'électorat ukrainien pour obtenir une majorité au Parlement. Ce genre d'oubli, ça peut lui coûter très cher. Oui, oui. Oui. Et donc si, comme le disait Xavier Moreau, on regarde ses actes, son premier acte de président dans le Donbass, ça montre bien que comme son prédécesseur, il en a rien à foutre des habitants qui subissent la guerre et les vexations et violences des soldats ukrainiens qui se comportent en véritable force d'occupation. Il n'y a que les soldats qui ont mérité son attention, semble-t-il. Puis quand on regarde quel type de soldats... Oui. Parce que c'est les mêmes, c'est tous les mêmes maintenant, je veux dire... Dans la nuit du 27 au 28 mai, ils ont utilisé un drone pour larguer une grenade sur une maison du district de Nikitovski au nord de Gorlovka, endommageant la maison et blessant grièvement une civile âgée de 70 ans et une enfant de 10 ans. Il n'y a pas un seul soldat là dans cette affaire. Voilà. Donc, la vieille dame a été hospitalisée dans un état modérément grave, souffrant de commotion cérébrale avec possible hématome intracrânien, de traumatisme dû à l'explosion et de multiples blessures sur tout le corps dues aux fragments de grenades et aux morceaux de vitres qui ont été projetés. Daria Morozova, la médiatrice aux droits de l'homme de la RPD, a dénoncé de telles méthodes. Elle a rappelé que c'était quand même interdit par la Convention de Genève. Qui est pourtant signée par l'Ukraine, je rappelle. La RPD a appelé la communauté internationale à se pencher là-dessus, mais enfin bon, c'est comme d'habitude, ça les intéresse pas. Durant cette période-là, 7 habitations ont été endommagées, à Dokucheyevsk, Gorlovka et sa périphérie. La tendance à la hausse s'est poursuivie le lendemain du 28 au 29 mai, puisque l'armée ukrainienne a tiré alors 219 munitions sur le territoire de la RPD, visant délibérément les zones résidentielles et endommageant 17 habitations en 24 heures. À Alexandrovka, Trudovski et Yassinovataya. Comme je le disais, face à ces tirs visant délibérément des civils, la milice populaire de la RPD a répondu avec des armes d'un calibre inférieur à ceux interdits par les accords de Minsk. Ce jour-là, elle a tué un soldat ukrainien, elle en a blessé 3 autres, et les tirs qui avaient été effectués plus tôt dans la semaine avaient déjà fait 2 morts et 3 blessés. Voilà, vous prenez le total de la semaine, vous enlevez cela, et puis vous avez... les chiffres de ceux qui ont été tués et blessés dans la fin de la semaine, donc 30 et 31, voilà. Ouais. Bon, comme je disais, ça va pas décourager des tonnes les forces armées ukrainiennes, puisque le 29 mai à 11h30, l'armée ukrainienne a bombardé la station d'épuration de Golmovski avec des obus de mortier de 82 mm. Ils ont endommagé un des bâtiments et un des bassins de traitement des eaux. Ouais. Il n'y a aucun ça objectif aussi, militaire. Je rappelle là que aussi, ceci est un crime de guerre. Ceci est interdit par la Convention de Genève. Oui, parce qu'il n'y a aucun objectif militaire là, dans ce secteur-là. C'est une infrastructure civile vitale, c'est interdit. Heureusement, le personnel s'est réfugié dans les abris et il n'y a pas eu de victimes civiles. Et la suite de la semaine a été à l'avenant. On mettra un petit graphique pour que vous voyez le nombre de munitions tirées pendant la semaine. C'est quand même édifiant. Ouais. Parce que du 30 au 31 mai, on est monté quand même à 406 munitions. Dont 59 d'un calibre interdit par les accords de Minsk, avec 2 civils blessés et 2 maisons endommagées. Oui. C'est simple, depuis la visite de Zelensky, on n'a plus un jour sans destruction dans les zones civiles. Et un jour sur 3, on a des victimes, quoi. Il n'aura pas fait illusion très longtemps, en tout cas. Non,
pas vraiment. Non. Et donc, c'est sur ces 406 munitions qu'on s'est retrouvé avec 2 missiles anti-chars philo-guidés qui ont été tirés sur la périphérie de Donetsk. Ils ont endommagé 2 maisons civiles et blessé 2 habitants. Un monsieur de 62 ans qui a été touché au thorax, dans le dos et à la jambe. Donc j'ai fait un reportage, j'encourage nos auditeurs à aller le regarder. Et une petite fille de 8 ans qui habite la maison d'à côté, qui n'a été que légèrement blessée au bras par des éclats venant du toit du garage qui a été percuté par le missile. Et en fait, ils ont eu une chance, mais de cocu. Parce que ça aurait été un obus de mortier ou d'artillerie, il aurait explosé à l'impact. Donc le monsieur, il aurait été mort. Hein. Il aurait été tué parce qu'il était dans le potager à 3 mètres de la loutre qui tombait. Donc là, t'avais un taux de létalité à 100%. Et la petite fille, elle aurait été au mieux grièvement blessée, au pire tuée aussi. Heureusement, c'était un missile anti-char. Heureusement. Et donc, en fait, elle a traversé le béton de l'allée où il est tombé. Elle s'est enfoncée dans le sol sur plus d'1,50 m. Ça fait un tunnel. Il faut un spéléologue pour aller chercher le truc. Hein. Faut sortir une pelleteuse pour creuser un énorme trou pour aller l'atteindre, parce que c'est impossible. On mettra des petites photos du reste du 2e missile qui a été récupéré par le CCCC dans le jardin de la 2e maison qui a été touchée le même soir. Bon, moi j'ai analysé un petit peu les restes du truc, ça me laisse penser qu'il s'agirait d'un missile anti-char concours. On en avait parlé. Il y en avait certains qui étaient notés près de la ligne de front ou absents des zones de stockage il y a quelques semaines en arrière. Voilà. Bon, moi j'ai regardé un petit peu les caractéristiques. C'est un missile qui peut percer 75 à 80 cm de blindage s'il arrive à angle droit. Non, d'acier, hein, évidemment. Ouais. Donc un peu de béton et de la terre, c'est comme rentrer dans du beurre. Hein. Là, ce qui expliquerait pour moi la profondeur du trou qu'il nous a laissé. D'après les habitants et le CCCC, le missile a été tiré depuis la zone proche du village de Pesky, au bout de la piste de l'aéroport de Donetsk, hein, où est stationnée l'armée ukrainienne. On mettra une petite carte fournie par le CCCC qui montre bien que les maisons qui sont visées, elles sont pas à côté de la ligne de front. Hein. Donc tu peux pas plaider l'erreur de tir. Hein. Je suis désolé, ça marchera pas. C'est une zone purement résidentielle. Il n'y a pas de soldats, pas d'équipement militaire, comme on peut confirmer les habitants. Là encore, crime de guerre et grave violation à la fois de la Convention de Genève et des accords de Minsk. Malheureusement, c'est une habitude. La France et l'Allemagne, on les attend toujours. Moi, je n'ai pas vu de déclaration pour dire que c'était inacceptable. Paris-Berlin à Fon. Voilà. Puis, moi, je me demande quand même où sont passées les promesses de paix de Volodymyr Zelensky. Bon, moi, j'ai toujours considéré que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et je pense que la désillusion des Ukrainiens risque bien d'être à la hauteur vertigineuse des espoirs qu'ils avaient placés en Zelensky. Parce que là, en une semaine, l'armée ukrainienne a fait quand même, donc je le rappelle, 30 habitations endommagées, 4 civils, donc c'est presque autant que durant tout le reste du mois de mai, si ce n'est plus. D'accord ? En une semaine. Voilà. Autant que durant les 3 semaines précédentes. Là, si on continue comme ça, je pense que le mois de juin, ça va être sanglant, quoi. Hein. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette escalade des tensions, ça a lieu sur fond de retour de Mikhail Saakashvili en Ukraine, je vais y revenir, et de tout le merdier qui a l'air d'avoir lieu à Kiev, hein, parce que c'est un beau bordel, je vais revenir dessus après aussi. Moi, l'impression que j'ai, c'est que Zelensky va nous faire une Poroshenko bis. Hein. Bon, comme l'a dit Xavier Moreau, s'il fait ça, l'Ukraine est foutue. Hein, donc... Il n'est pas sûr que, pour le coup, lui, il garde 5 ans le pouvoir. Hein. Voilà. Zelensky a beau rendre des visites à l'armée, la situation des soldats ukrainiens est catastrophique, au point que certains s'automutilent, comme le sergent Tretiakov de la 79e brigade, qui s'est littéralement tiré dans le pied avec une mitrailleuse pour être retiré du service. Faut être désespéré pour faire ça. Pour en venir là, ouais, carrément. Hein. Bon, bien sûr, ils vont compter la blessure comme étant liée à des tirs de la RPD. Hein, ils vont pas... Voilà. Oui. Mais enfin, ils ont un gros problème parce que les soldats ukrainiens ne renouvellent pas leur contrat. Donc, le taux de remplissage des unités se casse la gueule. Ce qui accroît la charge de travail sur les soldats restants. Hein. Ils se retrouvent à 1 pour faire le boulot de 3 ou 4 soldats. Ça arrange pas la situation, bien entendu, hein, parce que ça les pousse encore plus à avoir envie de se casser. Résultat, en violation de toutes les promesses présidentielles, l'armée envoie des conscrits remplir les unités.
Oula. Ouais. Rien que dans le 137e bataillon de la 35e brigade, il y a 120 conscrits qui ont été repérés par les services de renseignement de l'RPD. Eh bien. Ouais. Les commandants ont ordre de pousser les conscrits à signer un contrat et à les empêcher de prévenir leurs proches de l'endroit où ils sont réellement, en obligeant par exemple à appeler les proches qu'en présence du commandant. Oh. Ouais. Et les commandants qui remplissent pas leurs objectifs de signature de contrat reçoivent une amende, voire sont menacés d'être virés. Voilà. Et rayon comportement d'occupants digne des nazis, bon, le régiment Azov, toujours digne de ses ancêtres idéologiques. Ils n'ont rien trouvé de mieux à faire à Mariupol que de piquer le bâtiment d'une maternelle. Ils ont foutu dehors les enseignants et les gosses pour en faire leur quartier général. Oui. Ouais. Bon, les habitants ont été outrés par cette expulsion. Ils se sont tournés vers le commandant de l'opération des forces interarmées sans succès. Devant cet échec, ils se sont tournés vers l'administration de Zelensky, donc du président ukrainien, en espérant qu'il rendra la maternelle à ses occupants légitimes. Moi, à leur place, j'y crois pas trop. Oui. Mais bon, Oui. je pense que voilà. Hein, il ferait mieux de reconstruire une école ailleurs. Ouais. Tant qu'à faire. C'est effrayant parce que tu me feras pas croire qu'il y a pas assez de bâtiments inoccupés à Mariupol pour aller les utiliser plutôt que de piquer une maternelle là quand même. Enfin, faut vraiment être une sous-merde pour faire ça. Hein. J'ai pas d'autre terme. Hein. Je suis désolé. On va revenir sur l'affaire de la Malaysian Airlines, le MH17. Le gouvernement malaisien a foutu un peu les pieds dans le plat. Oui, parce que ça fait un petit moment qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe en Hollande. Ouais, non mais là c'est le Premier ministre malaisien, Mahathir Mohamad, qui dit que le gouvernement malaisien veut des preuves solides avant de pointer du doigt la Russie comme étant responsable de la tragédie du vol MH17 en 2014. Il a dit que la Malaisie a accepté le rapport d'enquête hollandais seulement jusqu'au point où l'avion a été abattu soi-disant par un missile fabriqué par la Russie. Mahathir a déclaré que bien que le gouvernement ait convenu que l'avion avait été abattu par un missile d'origine russe, il n'est pas certain que le missile ait été lancé par la Russie. Ils accusent la Russie, mais où sont les preuves? Nous savons que le missile qui a abattu l'avion est un missile de type russe, mais il pourrait aussi être fabriqué en Ukraine. Vous avez besoin de preuves solides pour montrer qu'il a été tiré par des Russes. Il pourrait s'agir des rebelles ukrainiens ou du gouvernement ukrainien parce qu'ils ont eux aussi le même missile. Ça a été déclaré lors d'une conférence de presse avec le club des correspondants étrangers du Japon. Mahathir a dit que les Russes sont des militaires aguerris, que normalement ils seraient rendus compte que le MH17 est un avion de ligne. Ouais. Il a dit « Je ne pense pas qu'une partie très disciplinée soit responsable du lancement du missile ». Ça, c'est un sous-entendu très musclé quand même. Hein. Ça veut dire, ça sent quand même l'intervention de Kiev. Hein. Ouais. Le Premier ministre d'ailleurs a aussi déclaré que la Malaisie aurait dû être impliquée dans l'examen des boîtes noires puisque l'avion appartient à la Malaisie et qu'il y avait des passagers malaisiens. Oui. Mais alors truc extraordinaire, j'ai découvert que non en fait. Il a dit nous n'avons peut-être pas l'expertise mais nous pouvons l'acheter. Pour une raison quelconque, la Malaisie n'a pas été autorisée à vérifier les boîtes noires pour voir ce qui s'était passé. C'est très suspect ça, très très suspect. Je rappelle que la Malaisie a été inclue très tardivement dans l'équipe d'enquête. Ils ont renaclé avant de la faire rentrer dedans. Alors que l'avion appartient à la Malaisie quand même. Enfin, je veux dire, là, vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas net quand même. Il a dit, je cite, « Nous ne savons pas pourquoi nous sommes exclus de l'examen, mais dès le début, nous y voyons trop de politique. L'idée n'était pas de savoir comment ça s'est passé, mais de se concentrer sur la responsabilité des Russes. Il ne s'agit pas d'un examen neutre. » Si une partie neutre avait examiné et tiré la conclusion, la Malaisie aurait été prête à accepter les conclusions. Mais nous avons ici des partis ayant des intérêts politiques dans cette affaire. Ça, c'est un gros rocher dans le jardin de l'équipe d'enquête. Hein, ouais. Ben, ils sont très silencieux depuis que la Russie a montré que le numéro de série du missile qui avait été montré en mai de l'année dernière, justement, qu'il était ukrainien. Depuis, c'est silence radio. Hein. Oui, en Hollande, ils te parlent, oui, on va faire un tribunal. Ça fait 5 ans 5 ans que cet avion a été abattu et qu'on attend toujours. Parce qu'ils ne sont pas contentés de montrer une photo du missile. Ils ont mis un morceau du missile dans le local où étaient les journalistes et où était une partie de l'équipe d'enquête pour expliquer... Voilà. C'est la Russie, machin, sauf que quelques mois après, la Russie, elle a eu le temps de fouiller les archives soviétiques. Vive la bureaucratie.
Ça a au moins cet aspect positif-là, ouais, en effet. Voilà, ils ont gardé les traces de tout, et il s'avère que le missile est d'origine ukrainienne. Et le JT n'est jamais venu pour demander à examiner les documents prouvant cela. Ce qui montre bien qu'ils n'en veulent pas de la vérité. Donc, c'est quand même un truc qui a coûté la vie à 298 personnes. Il serait peut-être temps, 5 ans après, que la justice soit rendue. Parce que là, ça commence à bien faire. Quand tu vois que la Malaisie elle-même te dit « mais nous, on ne croit pas à vos fadaises sur la Russie est responsable », c'est que ça commence à puer du cul quand même. Voilà, c'est ça comme ça, je dis rien. Et en Ukraine, ça pue de plus en plus pour, entre autres, le gouvernement sortant. Puisqu'entre autres, ce cher Mikhail Saakashvili est de retour. On avait, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, le retour du roi, le retour de Saakashvili dans le Game of Maidan. Quand je vous disais que la politique ukrainienne, c'est pire que Game of Thrones. Oui, parce que Game of Thrones vient de terminer, là. Ouais, voilà, mais le Game of Maidan, lui, il continue. Voilà, lui, il continue. On ne sait pas où ça va s'arrêter, d'ailleurs. Mais non, bon. non, parce que tu crois qu'un personnage est mort. Ben non, il ressuscite et il réapparaît par surprise quand tu t'y attends pas. Saakashvili, c'est le même, c'est ça. C'est le 28 mai, Zelensky n'a rien trouvé de mieux à faire que de rendre à Saakavis sa nationalité ukrainienne, qui, je rappelle, lui avait été retirée par Poroshenko. Résultat, dès le lendemain, Saakashvili était de retour en Ukraine, en mode vive le président Zelensky, gloire à l'Ukraine. Il a dit qu'il voulait pas rentrer dans la vie politique ukrainienne, mais qu'il était prêt à jouer les conseillers de Zelensky pour l'aider à renouveler les élites politiques en Ukraine. Oula. Et que ça me fait peur. Oui, ça sent la vengeance, mais la vengeance à la Saakavis, c'est-à-dire voilà. tirage dans le dos, enfin toutes ces choses très agréables, quoi, et puis très loyales surtout. Voilà, tout à fait. Puis bon, je rappelle quand même que Saakashvili, c'est un agent de la CIA. Je rappelle que c'est lui qui avait déclenché la guerre de Ossétie du Sud en 2008. Vous voyez pourquoi je suis pas très rassuré quand même. Bon, tout ça semble pouvoir apporter à Saakashvili une petite forme de vengeance contre Poroshenko, puisqu'avant les élections présidentielles, Saakavis avait conseillé à Zelensky de lancer des procédures judiciaires contre Porky et son petit système de corruption généralisée. Il disait que ça sera plus facile de progresser sur la voie des réformes s'il traduisait Porky en justice. Bon, il semble qu'il a été entendu, puisque Poroshenko est dans la mouise jusque par-dessus la tête, si on lit les récentes nouvelles judiciaires venant d'Ukraine, puisque dès le lendemain de l'investiture de Zelensky, le Bureau national d'enquête, le fameux SBI, a d'abord lancé une enquête pour haute trahison contre Poroshenko dans le cadre de l'incident du détroit de Kerch. Ah oui, ça sent vraiment le lisier aussi, en mode... Le SBI a ouvert la procédure pénale contre Poroshenko sur base d'une déclaration présentée par l'ancien chef adjoint d'administration de Yanukovych, qui est aussi son avocat, Andrei Portnov, le 20 mai. Donc le jour même d'investiture de Zelensky, le mec était en train de déposer sa petite crotte de nez au bureau d'enquête. Il a demandé l'ouverture d'une procédure pénale contre Poroshenko pour des faits criminels commis par le commandant en chef suprême lors de l'incident du 25 novembre 2018, au cours duquel un groupe de navires, je rappelle, un groupe de navires de guerre ukrainiens, avait tenté de passer en force par le détroit de Kerch. Il a dit les actions de Poroshenko visaient à provoquer délibérément la Fédération de Russie pour obtenir des représailles et des actions agressives facilement prévisibles dans une situation tendue qui a causé des pertes dans l'inventaire de la marine ukrainienne. En clair, il accuse Poroshenko d'avoir volontairement pris le risque de déclencher une guerre avec la Russie et de perdre 3 bateaux de la marine ukrainienne. Mais il ne s'est pas arrêté là. Portneuf. Il a continué. Tous les jours, il dépose une petite crotte, tu vois. Sur base de ces multiples requêtes, le SBI a aussi enregistré une affaire pénale et a lancé une enquête sur la légalisation par Poroshenko de revenus criminels issus de manipulations offshore pour un montant de 300 millions de dollars dans le cadre d'un accord pour vendre un chantier naval qui appartenait à Porky à la ville de Kiev. Mais c'est pas fini, attendez. Ils ont aussi lancé une enquête contre Poroshenko pour blanchiment d'argent, légalisation d'actifs dans le processus d'acquisition de la chaîne de télévision ukrainienne Priyamoy. Ça c'était la 3e. Voilà, donc pour légalisation de revenus illégaux et évasion fiscale. Portnov a dit que en fait Poroshenko avait, avec un groupe criminel organisé, pris le contrôle de la chaîne de télévision en l'enregistrant au nom d'une société offshore appartenant fictivement à Vladimir Makeyenko, ancien membre du Parti des régions, mais en fait
Ça appartient à Porky. Voilà. Et quand vous croyez qu'il n'y en a plus, il y en a encore, puisque le 27 mai, une 4e affaire a été ouverte contre Poroshenko par Portneuf toujours pour usurpation d'autorité judiciaire. Eh bien, ça c'est de la casserole, hein. Ouais. Alors, le 31 mai, le SBI a donné suite à cette demande. Donc ça y est, ils ont lancé une enquête pour la prise de pouvoir par Poroshenko et son refus d'obéir aux décisions des tribunaux en nommant les membres du Conseil suprême de la justice. Il a dit qu'il était certain que si le SBI agissait à un rythme régulier, Poroshenko pourrait être envoyé en tôle d'ici le début du mois de juillet. Et Portneuf a promis qu'il avait encore des dossiers dans la manche. Il a dit qu'il avait à peu près de quoi lancer une 12aine d'affaires contre Poroshenko. Il n'est pas prêt de s'en sortir, je crois. Il le mérite, hein, parce qu'avec tout ce qu'il a fait... Et en plus de ça, il y a un groupe spécial de lutte contre la corruption qui a ouvert une procédure pénale contre Porky et un groupe de hauts fonctionnaires pour abus de pouvoir. La déclaration de ce groupe spécial de lutte contre la corruption dit que Poroshenko a coordonné la distribution de postes clés dans les organes de gestion et le conseil d'observateurs de la compagnie d'électricité ukrainienne Centrenergo dans le but de détourner des fonds de cette société dans laquelle l'État détient une participation majoritaire. En clair, Poroshenko est dans la merde et Kolomoïski autant que Sakiavis sont en train de se frotter les mains. Voilà, je pense que c'est mal barré pour Poroshenko. La Rada, elle, continue, comme disait Xavier Moreau lors de l'interview que j'ai faite de lui par Skype. Je vous encourage à aller l'écouter ou la lire parce que j'ai fait une transcription. Il avait dit clairement que Paroubi et la Rada essayaient de faire une espèce de guérilla institutionnelle d'arrière-garde. Il continue. Effectivement. La Rada continue de tout faire pour essayer de pourrir la vie de Zelensky. Le Parlement ukrainien a ainsi refusé d'enregistrer la démission du Premier ministre Vladimir Groysman. Sa lettre de démission n'a été approuvée que par 97 députés, là où il en faut 226. Résultat, le gouvernement actuel devra continuer de faire son travail dans sa composition actuelle jusqu'aux élections législatives. Groysman avait dit avant les élections qu'il accepterait toute décision de la Rada. C'est lui-même qui avait remis sa démission. Je veux dire, il n'avait pas été forcé par Zelensky. Il a dit qu'il était prêt à poursuivre son travail, d'autant que le pays connaît actuellement une situation difficile, puisqu'il a rappelé cette année, nous devrons payer 417 milliards de hryvnia, soit 15,6 milliards de dollars, au titre du service de la dette publique, soit un tiers du budget de l'Ukraine. Il a promis de poursuivre les réformes entamées. Ils sont dans la merde, moi je te le dis. Et puisqu'on parle de finances et de dette et de ce cher Kolomoïski, justement, on va reparler de lui, puisqu'il a donné publiquement comme conseil dans une interview au Financial Times de purement et simplement faire banqueroute. Kolomoïski qui a sorti ça dans une interview au Financial Times. Il a dit que Zelensky devrait proclamer que le gouvernement se trouve en situation de défaut de paiement pour éviter à l'Ukraine de payer sa dette au FMI. Alors, il a un petit peu réécrit l'histoire quand même pour ceux qui connaissent l'histoire de la Grèce. Il a dit « Nous devons adopter une attitude semblable à la Grèce face à nos créanciers. En 2015, Athènes a fait face à ses créanciers pour devenir le premier pays développé à ne pas rembourser son crédit au FMI. » Il y a une tranche qu'ils n'ont pas remboursé. Oui, après, ils l'ont payé très cher quand même. Voilà. Combien de fois ça a été le cas en Argentine et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout restructuré et tout est rentré dans l'ordre. Quand tu vois la situation en Argentine, je suis... C'est-à-dire qu'il a été élu Macri, qui est un grand copain de Bolsonaro, qui sont des agents de la CIA. Ils sont là pour... Et puis la situation économique en Argentine, c'est pas folichon quand même. À cause de ce type-là, justement. Parce oui, et puis pour des différents défauts que l'Argentine a dû faire. Quand tu fais défaut, aussi, après pour arriver à obtenir des prêts, ça devient très compliqué. Donc, d'après Kolomoïski, la victoire de Zelensky aux élections illustre l'envie du peuple ukrainien d'une pause dans les réformes également demandées par le FMI, ainsi que l'éradication de la corruption. Mais il dit si Zelensky écoute l'Occident et n'applique pas ses propres décisions, il terminera comme Poroshenko. Il y connaîtra les mêmes taux de popularité, 5, 10 ou 15% au lieu de 73%, donc le score qu'il a fait aux élections. Il a ajouté que les États-Unis et l'Union européenne devraient même annuler la dette ukrainienne pour compenser les souffrances subies par l'Ukraine à cause de sa confrontation avec la Russie. Il dit cela est votre jeu, votre géopolitique, vous n'êtes pas intéressé par l'Ukraine, vous voulez faire du mal à la Russie et l'Ukraine n'est qu'un prétexte. Là-dessus, il n'a pas tort. Oui. Si ce n'est que la grande part de la facture, il faudrait la faire payer par Washington. Voilà. À la base... Bon, en tout cas, Zelensky a pas l'air d'avoir écouté le conseil de son mentor, puisque la Banque nationale d'Ukraine a annoncé avoir baissé ses réserves de change de 1,2 milliard de dollars pour payer sa dette publique. La BNU parle de 5 milliards à rembourser cette année.
Groisman te parle de quasiment 16, pour s'y retrouver, c'est un peu le bordel. Hein. Oui, oui. Enfin, ils sont dans le caca, ça c'est certain. Mais donc voilà, c'est ça la situation. Bon, j'en ai pas parlé, mais enfin, on a aussi Yarosh qui a menacé de pendre Zelensky si jamais il trahissait ceux qui ont fait le Maïdan. Quand on sait qui a fait le Maïdan et qui était derrière. Voilà, bon, c'est intéressant, le mec est toujours libre. Dans n'importe quel pays civilisé, tu menaces le président de le pendre à un arbre, normalement, tu finis en tôle. Oui. Normalement. Mais pas en Ukraine. Il suffit de voir le résultat en France avec les gilets jaunes. Certains... certains, juste pour avoir décroché le portrait de Micron premier, ils ont fini en tôle pour ça. Hein. Ouais. C'est là qu'on voit que l'Ukraine n'est pas encore au standard européen en termes de justice. Non, mais bon, ça devient délirant. Ces règlements de compte à hockey choral, Paroubi aussi est dans le collimateur de la justice. Je pense que les Bilecki, Yarosh et tout ça vont aussi le sentir passer. Je pense, comme Xavier Moreau, qu'il va y avoir... ils vont servir de bouc émissaire judiciaire. Je pense qu'on va tout leur coller sur le dos. Le Maïdan, le déclenchement de la guerre aussi est dans le collimateur. Il y a eu donc une déclaration que le déclenchement de la guerre dans le Donbass était l'utilisation de l'armée dans le Donbass en fait est anticonstitutionnelle, ce qui est vrai puisque l'Ukraine n'a pas le droit d'utiliser l'armée en interne. Elle ne peut l'utiliser qu'en cas de conflit extérieur, enfin avec un autre pays quoi. Ce qui n'est pas le cas. Donc il y a des demandes pour demander que ceux qui ont lancé cette guerre anticonstitutionnelle soient poursuivis. C'est-à-dire Turchinov et toute la clique là. Donc ça commence à sentir bien le sapin pour eux tous. Donc je pense qu'on faut s'attendre à des trucs. Si la Malaisie, la Russie et Zelensky jouent bien leur jeu, on peut peut-être même enfin arriver à savoir ce qui est réellement arrivé au MH17. Ouais, c'est possible, ouais. Je rappelle que Kolomoïski, toujours, avait déjà dit, il y a 5 ans en arrière, dans une interview en 2014, que c'était pas la Russie et qu'il y avait de bonnes chances que ce soit, l'armée ukrainienne qui avait abattu le MH17. Et oui. Je pense qu'on n'est pas au bout de découvertes assez intéressantes. En tout cas, continuez de suivre l'actualité. Vraiment, suivez-nous, Donbass Insider, sur Contact, sur Telegram, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les différents réseaux sociaux, parce que la censure s'accroît, et entre autres sur Facebook. Donc vraiment, suivez-nous sur un maximum de plateformes pour continuer à vous tenir informés, parce que ça devient de plus en plus difficile de vous faire parvenir l'information, et c'est important que vous restiez informés, parce que ça devient très chaud avec ce qui s'est passé entre autres au Kosovo, avec ce diplomate russe qui travaille pour l'ONU qui a été grièvement blessé. Il y a des provocations là-bas, il y a des provocations ici, on le voit avec cette hausse des bombardements contre les zones résidentielles. Le but est de provoquer une réponse et une escalade. Moi, le fait que Saakashvili revienne en Ukraine, les mains dans les poches, c'est assez hallucinant. Je rappelle que ce mec est clairement un agent de la CIA et que ce gars a du sang sur les mains, puisque en Géorgie, en plus des tortures, des tensions arbitraires, etc., il a quand même déclenché la guerre d'Ossétie du Sud, où son armée a tiré sur des civils et sur des casques bleus de l'ONU russes et locaux qui étaient chargés de maintenir la paix, je rappelle sur mandat de l'ONU, sur place. Tout ça, c'est de sa responsabilité. Donc moi, quand je vois ce mec-là pouvoir revenir tranquillou et commencer à vouloir jouer les conseillers de Zelensky, ça sent mauvais, oui. Ça sent très mauvais. Donc situation vraiment à surveiller de près. Continuez de vous tenir informés via Donbass Insider et les autres médias comme Newsfront en français. Vraiment suivez la situation de près parce que ça peut déraper. Ouais, voilà. C'est clair. Il y a vraiment des foyers de tension qui sont susceptibles de dégénérer rapidement et à des niveaux inédits. Inédits. Donc voilà. Donc à surveiller tout ça. Et je te dis en attendant à la semaine prochaine. Très bien, merci Christelle, merci pour ton site rep, courage, prudence, et puis à la semaine prochaine, à samedi prochain. Merci, au revoir.